Bonjour à tous, il n'est pas tout à fait encore 18h59, mais nous sommes d'ores et déjà en direct sur Facebook pour cette deuxième conférence de l'avenir. Alors, on va tranquillement attendre 18h59. Vous connaissez la règle à Saint-Raphaël, la ponctualité fait loi. Donc, on va ensemble tranquillement attendre ce moment-là. Vous connaissez maintenant les rendez-vous que nous avons sur ce média numérique qui est Facebook, ces conférences de l'avenir. Vous savez comment ça fonctionne. Si vous êtes connecté à Facebook, vous pouvez directement poser vos questions sur Facebook. Si vous n'êtes pas connecté à Facebook, vous pouvez quand même voir ce rendez-vous. Vous pouvez simplement nous envoyer un petit mail pour vos questions à Laurent Sutter à avenir-ville-saint-raphaël.fr, avenir-ville-saint-raphaël.fr. Tous les autres, bien sûr, n'hésitez pas à commenter directement sur Facebook et à poser vos questions. On va fonctionner comme d'habitude. Je vais interroger Laurent Sutter sur quelques questions, notamment en rapport à ce livre que vous avez vu en préambule, dont vous avez vu la couverture tout à l'heure, Changer le monde, qui est donc paru il y a quelques semaines. Et puis, on va après élargir la discussion par rapport à vos questions, bien sûr. Il est donc 18h59 maintenant officiellement. Laurent Sutter est avec nous. Laurent Sutter, vous le connaissez puisque vous êtes présent ce soir pour l'entendre. Vous savez qu'il est philosophe. Vous savez qu'il est aussi belge. Vous savez qu'il est également directeur de collection chez les PUF. Et vous savez qu'il a écrit au moins ce livre, Changer le monde, que vous connaissez. Puis je pense qu'on en abordera aussi quelques autres ensemble aujourd'hui, puisqu'il y a beaucoup de réflexions, et notamment une toute récente qui, à mon avis, vous intéressera tous. Laurent Sutter, ravi de vous accueillir. Merci beaucoup d'être présent ce soir. Et bien donc, on va parler de votre livre. Oui, avec le plus grand plaisir, ouais. Et puis, ce livre, c'est une réflexion philosophique sur la période que l'on vient de traverser. Et vous nous invitez notamment à repenser le mot épidémie par rapport à son origine, par rapport au grec ancien, on l'aura bien compris, qui nous invitait à se rendre compte que ces épidémies, c'était en fait la rencontre avec autre chose. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu plus, s'il vous plaît ? Oui, en fait, je pense que comme d'abord, bonsoir et bonsoir à tous. Bonsoir Saint-Raphaël, puisque je vous parle de Bruxelles. J'espère qu'il fait beau, vous profitez du temps. Ici, il fait pas mal non plus. Merci de votre présence. Je ne vous vois pas malheureusement, mais quoi qu'il en soit, ça me fait plaisir de savoir qu'il y a des gens qui écoutent. Ils sont nombreux. En fait, comme chacun d'entre nous, je crois, j'ai été assez frappé par la manière dont le moment que nous avons traversé, que nous traversons encore, est un moment qui a existé dans nos vies pour l'essentiel sur un mode qui est un mode de discours ou un mode d'image, un mode de média, un mode de relation que nous avons avec, au fond, ces nouvelles que nous ne cessons de compulser, qu'elles soient celles que l'on voit à la télévision, que l'on entend à la radio, que l'on lit dans les journaux, ou bien que l'on parcourt comme ça sur les réseaux sociaux. Le mode d'existence de cette épidémie, pour la grande majorité d'entre nous, et heureusement, a été un mode d'existence qui est un mode d'existence au fond relativement distancié. Pour ceux dont ce n'était pas le cas, évidemment, la situation était beaucoup plus tragique, mais enfin, les statistiques nous disent que la majorité d'entre nous, nous n'avons pas connu ce virus. Pourtant, notre vie a été réglée par ce virus. Et le fait que nous l'ayons pas connu, et le fait que son mode d'existence soit un mode d'existence principalement médiatique et discursif, a fait au fond que nous avons été très très vite pris à l'intérieur de débats, et des débats qui, comme tous les débats, si vous voulez, qui ont quelque chose à voir avec ce qu'on appelle les phénomènes de société, sont des débats qui sont très vite transformés au fond en procès. La question s'est très vite posée de savoir, au fond, mais cette pandémie ou cette épidémie, qui en étaient les responsables, au fond, qui va payer pour les dégâts qu'elle a causés, mais aussi qui va payer pour le fait que nous ayons à payer, puisque en dernière instance, c'est quand même nous qui payons, etc., qui va payer, etc. Bon. Donc une espèce de questionnement qui est un questionnement qui appartient à cette forme très particulière du discours médiatique, le discours de la responsabilisation, le discours de la faute, le discours au fond de comment gérer le fait qu'à un moment donné, nous ayons été mis en danger par cette
créatures microscopiques, que notre système, si vous voulez, d'immunisation, qu'il soit immunisation personnelle, immunisation sociale, immunisation médicale, etc., ait été pendant un bref moment réduit à néant. Et moi, ce qui m'a frappé dans ces discours, et dans les discours du monde d'après qui les ont accompagnés, les discours qui sont à l'avenir, il faudra faire en sorte que ça ne se reproduise plus, il faudra reconstruire cette immunisation qui a été compromise par l'arrivée de ce virus. Ce qui m'a frappé, c'est à quel point le sens du mot épidémie que nous utilisons, et du mot pandémie qui en est dérivé, est un sens au fond trivial. Et une trivialité qui masque relativement mal le fait que, au fond, comme tous les mots, le mot épidémie a une histoire. C'est un mot qui ne vient pas de nulle part. C'est un mot qui est accompagné d'une série de significations, et des significations qui sont matérialisées à travers l'histoire dans des institutions, dans des modes de fonctionnement, dans des systèmes sociaux. Bon. Et donc, j'ai eu envie d'aller voir un petit peu, au fond, quelle était cette mémoire que nous emportions avec nous lorsque nous parlons d'épidémie, et cette mémoire qui semble, d'une certaine manière, aujourd'hui nous faire défaut. Et je dois avouer que par pure coïncidence, parce que c'est vraiment une coïncidence pour le coup, je feuilletais, pour un tout autre sujet de recherche, je feuilletais un livre très beau de Marcel Detienne, un grand spécialiste de la pensée de la Grèce ancienne, un livre très beau de Marcel Detienne sur la figure de Dionysos, quand je me suis rendu compte qu'au fond, les premières pages de ce livre étaient consacrées précisément au mot épidémie. Parce que le mot épidémie, dans la Grèce ancienne, est effectivement un mot qui avait une signification très, très particulière. Épidémie, c'est quoi? Épidémos, c'est épi sur, démos, le dème. On dit le peuple aujourd'hui en traduisant de manière un peu rapide le mot dème comme dans démocratie, le pouvoir au peuple. Dème, en réalité, en grec ancien, c'est un truc un peu plus technique, un peu plus particulier. À l'intérieur de la cité, disons Athènes, le dème, c'est une espèce d'unité familiale comme ça, structurée de manière un peu pyramidale, avec la figure de celui qui est titulaire, d'une certaine manière, de ce nom de famille, et qui, par sa titularité, aussi le pouvoir, un certain pouvoir de justice et de décision à l'intérieur de sa famille. Bon. Et l'épidémie, du point de vue donc du pur vocabulaire ou du pur langage, c'est ce qui survient, voilà, ce qui vient sur le dème, ce qui vient sur le territoire d'une population donnée, ou plutôt le territoire d'une famille donnée, d'une espèce de famille élargie donnée. Sauf que dire ça, c'est encore, au fond, ne pas dire grand-chose, c'est une définition de dictionnaire, parce qu'en réalité, sous ce nom-là, sous le nom de cette chose qui vient à la cité, et avec laquelle la cité, ou plutôt la famille, a à s'arranger, les Grecs avaient ajouté une signification supplémentaire, qui était une signification qui n'était pas tant négative que positive. Au fond, l'épidémie, c'est ce qui survient quand arrive dans la famille ce qui n'appartient pas à la famille, quand arrive, au fond, un étranger. Et vous savez que les Grecs avaient deux concepts de l'étranger, deux concepts très différents, qui sont des concepts qu'en français, nous n'avons pas, parce que le mot étranger est un mot très plastique. Les anglo-saxons ont aussi deux concepts d'étranger, par exemple, quand ils parlent, je ne sais pas moi, du foreigner, par exemple, c'est l'étranger, celui qui n'est pas du pays. Et puis quand ils parlent de ce qui est strange, c'est la même racine étymologique étranger, ce qui est strange, c'est ce qui est bizarre, étonnant, ce qui ne rentre pas dans le cadre. Eh bien, les Grecs aussi, d'une certaine manière, avaient deux concepts de l'étranger. Un concept qui était un concept extrêmement violent, qui était le concept du barbaros, oi barbaroi, les barbares qui, comme vous le savez, sont ceux qui simplement ne parlent pas la langue de la cité, c'est-à-dire, au fond, ont tellement de points en commun avec les membres de la cité qu'au fond, ils les comprennent même pas. Ceux avec qui on ne peut pas même pas s'entendre au sens le plus physique du terme, c'est-à-dire on ne sait pas ce que vous racontez, on n'entend rien de ce que vous dites. Ça, c'est les barbares. Et puis, il y a les autres qui sont les xénoi, les étrangers, comme on dit aujourd'hui xénophobie ou xénophilie, etc. Xénoi, ce sont les étrangers avec qui, d'une certaine manière, on peut s'entendre, avec qui il y a une forme de négociation possible, parce qu'au moins, à défaut d'être de la même famille, du même dème ou de la même cité, on partage néanmoins quelque chose comme une langue avec laquelle communiquer. Et parmi ces xénoi, il en était très étonnant. Les Grecs étaient beaucoup plus larges d'esprit que nous en matière d'étrangeté ou en matière d'étrangers.
Ils acceptaient beaucoup plus d'étrangers d'une certaine manière que nous, même si les règles de la cité étaient des règles très fermées et centrées effectivement autour de cette figure de la famille. Il y avait disons une conception ontologique de l'étranger qui était une conception plus large. Et parmi les étrangers que les Grecs aimaient bien, disons, avec lesquels ils aimaient bien échanger, ben, il y avait les dieux. Il y avait les dieux. Les dieux faisaient partie du groupe des Xénoi, faisaient partie des étrangers. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que la plupart des dieux grecs, contrairement à ce que l'on imagine en allant visiter les temples comme ça, étaient des dieux qui étaient des dieux sans domicile fixe. C'était des dieux qui n'habitaient pas dans les temples qui étaient dressés pour eux. Seuls certains d'entre eux pouvaient éventuellement faire partie du foyer, par exemple. Alors ça, c'était des dieux à domicile, d'une certaine manière. Mais la plupart des dieux étaient des dieux itinérants qui venaient visiter la cité, qui venaient visiter la famille, que, au fond, ben, quand leur caprice leur venait. Pour certains, le caprice était saisonnier, mais pour d'autres, le caprice, comme Dionysos, par exemple, le caprice était véritablement cela, c'était véritablement un caprice. Le problème d'un dieu, c'est quand il débarque, gare aux fesses. Parce que un dieu, s'il peut vous apporter ses bénédictions, au moment des récoltes, par exemple, bon, il peut aussi vous apporter des très graves emmerdes. Et donc, ce qu'il faut quand un dieu débarque, c'est trouver une manière de s'entendre avec lui pour faire en sorte que ce soit plutôt les aspects positifs qui l'emportent sur les aspects négatifs. Et ce que les Grecs avaient décidé de faire à ce moment-là, c'était, comme pour toute une série de domaines, c'est une cérémonie. Au fond, une cérémonie qui était une cérémonie sacrificielle qui visait à comment dirais-je, s'attirer les bonnes grâces du dieu en visite. Eh bien, cette cérémonie, c'est précisément ce que les Grecs appelaient épidémie. Une épidémie, ce n'était pas du tout pour eux quelque chose comme une maladie étrangère. Du reste, les Grecs ne connaissaient absolument pas le mode de fonctionnement des maladies par contagion. C'est quelque chose qu'ils ne connaissaient pas. Ils avaient d'autres théories de la maladie, mais pas celle-là. Donc le phénomène de la contagion, le phénomène de l'épidémie tel que nous le connaissons était quelque chose qui n'appartenait pas à leur univers de sens. Par contre, ils connaissaient très bien l'épidémie en tant que geste humain, geste des gens de la cité eux-mêmes, pour accepter, ou pour négocier plutôt, avec un étranger qui dispose au fond d'un certain pouvoir, des modalités de coexistence qui soient des modalités de coexistence mutuellement profitables. Alors ça, c'est quelque chose d'assez étonnant pour nous. C'est l'épidémie, c'est quelque chose dont on est victime. L'épidémie, c'est quelque chose qui nous tombe au coin de la figure et avec lequel ensuite, il faut se débrouiller, étant donné que se débrouiller, comme je le disais tout à l'heure, c'est construire une immunité par rapport à ce qui nous arrive, construire une espèce de muraille de médicaments, de masques, de tout ce que l'on veut, d'immunité collective dans certaines théories qui portent ce nom, etc. Donc c'est construire une espèce d'immunité contre ce qui nous arrive. Au fond, il y a chez les contemporains, si vous voulez, chez nous, il y a une espèce de refus de rentrer dans l'épidémie. Nous en sommes les victimes, au fond, et des victimes, parfois fatales. Nous en sommes les victimes et c'est comme si nous voulions la laisser, cette épidémie, au fond, en dehors de notre vie. C'est quelque chose qui ne doit pas faire partie de notre vie. C'est quelque chose qui surtout doit s'articuler dans nos vies sur le mode de l'ensemble vide, si vous voulez, sur le mode de la négativité. Bon. Ou plutôt du zéro davantage même que la négativité, sur le mode d'un zéro pur. S'il y a quelque chose qui nous arrive, il faut faire en sorte que tout ça disparaisse. Et je pense qu'on a, en perdant le sens humain, au fond, de l'épidémie, puisque l'épidémie, ce n'est pas celle du virus, mais c'est celle des gestes posés par les Grecs par rapport aux dieux, on a perdu aussi un regard sur ce qui nous arrive. Un regard qui est précisément le regard de la coexistence possible et des techniques par lesquelles il est possible d'inventer une coexistence avec ce qui nous dépasse ou une coexistence avec ce qui nous est étranger, mais avec lesquelles, néanmoins, il y a moyen de communiquer. Alors vous me direz, bon... vous êtes bien rigolo, mais communiquer avec un virus, bonne chance. Sauf que, en réalité, là aussi, l'histoire, d'une certaine manière, nous enseigne que, au fond, contrairement à ce que l'on imagine, les virus et nous ne sommes pas tellement sans mode de communication, parce que précisément l'histoire commune des êtres humains et des virus, au fond, est une histoire qui, elle aussi, est aussi longue. Et lorsque nous parlons d'épidémie dans un sens trivial, c'est-à-dire qui oublie justement la figure du xénos, qui oublie la figure de l'étranger, cela oublie à quel point, en réalité, cela fait très longtemps, cela fait des millénaires, cela fait depuis les origines même de l'installation néolithique de l'homme, que les êtres humains ont eu à cohabiter avec toute une série de créatures, dont en effet des virus et des bactéries. Et virus et bactéries
dont l'effet sur les êtres humains est précisément né de la construction humaine du monde, c'est-à-dire de la manière dont les êtres humains ont établi autour d'eux toute une série de dispositifs, toute une série de choses, voilà, toute une série de machineries, hein, des maisons, des villages, des canaux d'irrigation pour irriguer les champs, toute une série de choses qui ont permis, au fond, aux êtres humains de vivre plus nombreux, de vivre aussi dans une certaine mesure plus riche, et de vivre en compagnie, voilà, de toute une série de bestiaux, voilà, le bétail, les vaches, les cochons, les chiens, les chevaux, mais également toute une série d'autres peut-être un peu moins bienvenus. Alors, il y a beaucoup de phrases très intéressantes dans ce livre Changer le monde. Je rappelle d'ailleurs que ce rendez-vous est un partenariat avec les éditions de l'Observatoire, la ville de Saint-Raphaël, les rencontres de l'avenir et l'Express. Il y a beaucoup de phrases très intéressantes dans votre livre, Laurent de Sutter. J'aimerais en prendre juste une ou deux comme ça, si vous me le permettez, par rapport à ce que vous venez de dire. Il y a une phrase que je trouve très intéressante. Vous dites que nous ne sommes plus grecs. Et donc, j'aimerais justement que vous nous en parliez un petit peu, et notamment que vous nous disiez aujourd'hui, ce que l'on peut faire dans ce contexte-là, finalement, la question que ça pose, c'est quelle contagion voulons-nous? Et vous avez aussi dit cette phrase que je trouve très belle, qui est « Le monde aujourd'hui est une épidémie ». Oui, alors voilà, on peut s'amuser pendant un petit moment avec ça si vous voulez. Hein. Nous ne sommes plus grecs, ça c'est une phrase qui est une phrase qui est compliquée en réalité. Elle a l'air très très bête comme ça, mais c'est une phrase qui est un petit peu compliquée parce que c'est une phrase qui est surtout pas nostalgique. Il faut bien comprendre. Le danger serait d'imaginer d'une certaine manière que le fait de n'être plus grec serait un mal en soi. Et donc de faire comme font beaucoup de philosophes aujourd'hui, et je trouve ça assez piteux, voilà, nous nourrir d'une certaine manière d'une espèce de sagesse grecque perdue dont voilà, nous, occidentaux tardifs, ferions bien de nous, voilà, de nous remémorer. Hein, voilà, on relit alors Sénèque, on relit Platon, on relit ces grands classiques. Il ne faut pas oublier que la Grèce ancienne, c'était quand même un monde, c'était quand même un assez sale monde. Ce n'est pas du tout un monde parfait. Mon idée, quand je dis nous sommes plus grecs, ce n'est pas du tout de dire revenons à l'époque de cette sagesse perdue. Non, c'est de dire effectivement, c'est un fait. Nous ne sommes plus grecs. Et parmi les faits qui accompagnent ce fait premier, eh bien, il y a en effet une transformation du vocabulaire et une perte, mais au sens de l'oubli simplement. Voilà, des choses se sont sédimentées derrière nous. Et la seule chose que je suggérais, c'est au fond le fait que, comme tout voyage, par exemple, voyage étymologique, au fond, l'essentiel est ce qu'on en fait. Moi, ce qui m'a intéressé dans cette étymologie du mot épidémie, d'aller voir ce qu'il y avait chez les Grecs, c'est pas de voir à quel point les Grecs étaient plus malins que nous sur cette question, puisque les Grecs ne connaissaient pas, je vous l'ai dit, la question de la contagion, mais plutôt de dire qu'est-ce que l'on peut méditer aujourd'hui de ce que eux faisaient d'une certaine manière à l'époque. Donc il faut prendre cette phrase, voilà, nous ne sommes plus grecs dans ce sens très restreint. C'est pas du tout un appel à l'antique qui serait à mon sens ridicule. Nous sommes en 2020, qu'on le veuille ou non, il va falloir se débrouiller avec. Quoi. Bon. Et en 2020, ben voilà, c'est 2500 ans après ce dont je suis en train de vous parler, donc forcément, il y a des choses qui ont changé. Donc, ça, c'est une première chose. Sur la seconde phrase que vous avez relevée, ou plutôt la troisième, sur le monde, en fait, est une épidémie. C'est ce que j'étais, si vous voulez, en train d'essayer de suggérer tout à l'heure quand je disais, au fond, que ce sont les premiers établissements humains qui nous ont placés face à la nécessité de constituer au fond des dispositifs de coexistence avec des formes de vie qui ne sont pas seulement les nôtres. Et quand je dis pas seulement les nôtres, c'est d'abord celle des groupes humains nomades qui s'installent et puis qui s'agrègent avec d'autres. Bon, c'est déjà une première forme de coexistence. Alors avant, on était des groupes familiaux de quelques individus, quelques dizaines d'individus. Maintenant, on peut devenir des groupes, des villages, puis des villes, voilà, de quelques centaines d'individus, milliers d'individus, ainsi de suite, centaines de milliers d'individus, avec tout ce qu'implique en termes de concentration des dangers, le fait que l'on vive l'un près de l'autre, et donc aussi que toute une série de choses peuvent voyager plus facilement à l'intérieur de populations concentrées qu'à l'intérieur de populations qui sont des populations disséminées. Mais aussi,
contact et coexistence avec des formes de vie qui sont des formes de vie animales, qui sont des formes de vie domestiquées et dont on a attendu ou entendu tirer au fond des formes supérieures de coexistence. Le problème, c'est que ces groupes-là, ces premiers villages, avec ces premiers champs, avec ces premiers élevages, avec ces premiers systèmes d'irrigation pour arroser les champs, ces premiers puits, ces premiers aqueducs, ces premières routes peut-être pour aller au village suivant, puis ces premiers canaux de navigation, etc., etc., etc. Ce monde s'est progressivement stratifié. C'est stratifié au fur et à mesure qu'au fond que les nécessités de cette existence et coexistence de ces groupes humains élargis et hybridisés, si vous voulez, avec d'autres formes de vie, a requis, au fond, mais aussi d'en élargir la prise sur le monde, hein, et d'augmenter d'une certaine manière ces systèmes qui sont au fond des systèmes logistiques permettant de faire venir l'eau, mais aussi de faire venir éventuellement des récoltes qu'on n'avait pas fait, qu'on n'est pas capable de faire sur place, faire venir peut-être une main-d'œuvre quand on en a besoin, d'ailleurs. Donc, au fond, les routes, au fond, les moyens de transport, les systèmes au fond de circulation qui ont accompagné la concentration humaine, parce que au fur et à mesure, si vous voulez, que se densifiaient des noyaux humains, ces noyaux humains comme ça se densifiaient dans toute une série d'endroits, au fond, il était devenu nécessaire d'établir des connexions dans la mesure où ces noyaux humains avaient de plus en plus besoin aussi des autres noyaux humains. Bon, le récit que je vous fais ici est un récit évidemment simplissime et caricatural, mais l'idée sous-jacente est qu'en effet, pour qu'il y ait un monde qui soutienne l'existence humaine, c'est-à-dire pour que l'existence humaine ne soit pas juste on est là, qu'est-ce qu'on fait, on mange le gazon, on attrape ce qu'on qu'il y ait véritablement quelque chose comme une supplémentation de la Terre comme un environnement qui est un environnement au fond pas forcément fait pour nous, une supplémentation sous la forme justement de dispositifs matériels, hein, de dispositifs d'infrastructure, de dispositifs logistiques, je pense que ce qu'on peut appeler monde, c'est effectivement l'ensemble de ces dispositifs-là. Et on le voit particulièrement aujourd'hui, à l'âge de ce que l'on appelle l'Anthropocène, où vous le savez, voilà, l'âge où on souligne la manière dont l'espèce humaine, pour le meilleur et pour le pire, et essentiellement pour le pire, il faut bien le dire, hein, pour le meilleur pour une partie d'elle-même, mais pour le pire, disons, du point de vue des écosystèmes globaux, a marqué la planète de son empreinte matérielle. Aujourd'hui, si vous ôtez de la planète Terre, si vous voulez, l'ensemble des dispositifs infrastructurels qui nous permettent au fond d'avoir de la lumière, d'avoir de l'eau, d'avoir du gaz, de l'électricité, d'avoir de la nourriture dans notre frigo au supermarché ou au marché bio d'à côté, qui nous permettent éventuellement d'aller au travail, de ne pas vivre à côté de notre travail, qui permettent d'évacuer nos déchets, que ce soit ceux qu'on évacue en tirant la chasse, mais que ce soit aussi ceux qu'on évacue par les systèmes, par les poubelles. Tout cela, si vous enlevez tout cela, en réalité, et si vous y réfléchissez 2 secondes, il ne reste en fait plus rien. Il reste juste des corps, les nôtres, voilà, qui courent comme ça, au milieu de nulle part. Au fond, ce qui fait qu'il y a un monde et un monde vivable pour nous, et c'est à la fois un coup de génie, si vous voulez, une abomination, c'est en effet ces masses de béton, d'acier, de verre, de bois qui font les routes, qui font les pipelines, qui font les canaux, les canalisations, les conduites, les rails, les ponts, les tunnels, si vous voulez, toutes ces choses qui font tellement partie du décor, d'une certaine manière, qu'on ne les voit même plus, mais qui ramifient la totalité de la planète, d'au fond une espèce d'exosquelette, d'une espèce de machine artificielle qui a transformé le globe en un monde pour nous, de telle sorte qu'en effet, la première épidémie à l'échelle du globe aujourd'hui, c'est celle de notre logistique, c'est l'épidémie humaine. Le monde, en tant que cet espace infrastructurel humain, est effectivement quelque chose qui est de l'ordre de l'épidémie. Le problème, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est que quand on élabore des dispositifs d'infrastructure, quand on élabore les moyens de vivre ensemble nombreux à un endroit donné, et donc aussi de vivre ensemble nombreux avec d'autres formes de vie plus ou moins désirées, forcément, on ne maîtrise pas tous les paramètres. Comme on crée une écologie, une écologie, c'est au fond une maison plus ou moins accueillante à un certain type de forme de vie. Bon.
quand on crée cette espèce d'écologie, il y a des créatures qui, de temps en temps, s'y trouvent pas mal aussi, qui n'étaient pas prévues au départ. Et l'épidémie que nous avons traversée en est un parfait témoignage. Au fond, le lockdown, le confinement dans lequel nous avons été tous plongés de gré ou de force, c'était quoi ce confinement? Au fond, ce confinement, c'était vous restez chez vous, on ferme les frontières, vous ne circulez pas, on réduit la circulation des biens et des choses à son plus strict minimum, parce que l'on sait très bien que le virus, son mode d'existence propre, son mode de circulation propre, au fond, est le même que le nôtre. C'est notre monde, si vous voulez, qui est le monde de l'épidémie, qui vient, d'une certaine manière aussi, nous abattre. Nous avons, en créant notre propre monde, créé les conditions même de ce qui vient ensuite le mettre en danger, ou en tout cas l'immobiliser pendant un petit moment, parce que tout simplement, une écologie est quelque chose qui ne se maîtrise pas, en réalité, qui ne se maîtrise pas. C'est quelque chose qui ne se maîtrise pas, ou en tout cas quelque chose que nous n'avons pas maîtrisé, alors que peut-être, c'est pour ça que l'inspiration des Grecs nous offre peut-être une leçon à méditer, alors qu'inventer des protocoles de coexistence avec ces créatures qu'on ne voit pas, on ne sait pas sûr qu'elles existent, au fond, qui a jamais rencontré un microbe? Les Grecs n'avaient jamais rencontré leur dieu non plus, d'une certaine manière. Ce sont des créatures qui appartiennent, au fond, à leurs effets. Voilà, ce sont les effets qui attestent de leur existence. Bon. Eh bien, comment faire pour que les effets en question fassent partie de la constitution du monde, plutôt que, au fond, d'être simplement ignorés, ou pire, comme certains l'appellent de leur vœu aujourd'hui, être remplacés par un dispositif d'immunisation fort, qui, évidemment, on le comprend aujourd'hui, est une illusion complète, puisque s'immuniser de quelque chose qui emprunte notre monde pour pouvoir exister, c'est s'immuniser de notre monde nous-mêmes, donc c'est perdre en réalité le monde. De telle sorte que, au fond, la seule solution, si j'ose dire, et je le dis comme ça, la seule solution, pour le dire en le disant de manière très désinvolte, c'est effectivement de changer de monde. Ce qui, vu la définition que je viens d'en donner, est vraiment, vraiment pas une mince affaire. Alors, vous êtes très nombreux à nous regarder ce soir et c'est très bien. Je sais que vous serez aussi très nombreux à nous regarder en replay, plusieurs milliers vraisemblablement, comme la première édition de Nicolas Bouzou. Je cite Nicolas Bouzou parce qu'il fait partie ce soir des gens qui nous regardent au même titre que de nombreux élus. Donc, on les salue bien sûr. Alors, par rapport à ce que vous venez de dire, j'avais une autre question et après on passera aux questions des internautes puisqu'on a déjà reçu plusieurs. Vous avez évoqué notamment le fait que vous n'étiez pas d'accord avec l'expression guerrière qui avait été utilisée en France, notamment par le président de la République, contre ce virus. Pourquoi ce vocabulaire guerrier, selon vous, n'est pas adapté? Précisément pour la raison que je viens de dire. La guerre, à quoi fait-on la guerre finalement? On fait la guerre à un ennemi que l'on va battre. Dont on veut se débarrasser. La guerre est précisément un des modes les plus anciens et les plus stupides, du reste, d'immunisation qu'on ait réussi à trouver. Je crois que véritablement, la grande leçon que l'on doit tirer, c'est une leçon pas facile, c'est une leçon qui est une leçon théorique. Après, qu'est-ce que ça signifie dans la vie quotidienne, qu'est-ce que ça signifie dans la pratique politique, médicale, mais aussi dans la pratique précisément du design et de l'ingénierie des infrastructures, comment est-ce qu'on... Ça c'est encore une autre affaire. Mais du point de vue théorique, je pense qu'il faut absolument reléguer aux oubliettes ce qu'on pourrait appeler de manière un peu pompeuse le paradigme immunologique. La totalité, en réalité, de l'histoire politique, ou plutôt de l'histoire de la philosophie politique, de l'histoire donc de la philosophie, de la théorie des groupes humains en Occident, malheureusement, et c'est pas moi je suis pas du tout le premier à le dire, je veux dire, relisez toute une série de textes classiques de Jacques Derrida, lisez, si vous ne les connaissez pas, les livres très beaux du philosophe italien Roberto Esposito. Ils décrivent très très bien cette importance de l'idée de l'immune, de l'idée au fond du centre de la protection absolue par rapport à ce qui pourrait venir causer un danger à nos existences. Et parmi toutes les transactions qui ont pu être proposées à travers l'histoire, notamment de la philosophie politique européenne, philosophie politique classique, l'idée que nous allons prendre soin de vous,
nous allons faire en sorte que les dangers qui vous frappez ne soient plus des dangers ou soient écartés, ne soient plus présents dans votre vie. Cette transaction-là proposée par les pouvoirs est une transaction qui est une transaction absurde. C'est une transaction qui repose véritablement sur un acte de foi au sens le plus triste du terme. Et je crois qu'en effet, parler de guerre comme si on pouvait éliminer un virus n'a strictement aucun sens. On n'élimine pas les virus. Les virus, on apprend à vivre avec. Alors, vivre avec, ça peut vouloir dire les contourner, ça peut vouloir dire essayer de les contenir, ça peut vouloir dire essayer de trouver des manières de nous-mêmes nous améliorer, entre guillemets, ou nous augmenter d'une certaine manière notre puissance pour que la leur devienne sans effet. C'est l'idée du vaccin. Qu'est-ce que c'est un vaccin si ce n'est augmenter sa puissance au sens que donnait Spinoza, hein, de ce que peut un corps, voilà, c'est augmenter sa puissance par rapport à une puissance adverse. Bon. Donc il y a toute une série de choses qu'il est possible d'imaginer qui ne requièrent pas la destruction de l'autre ou la destruction de ce xénos avec lequel, du reste, nous ne cessons de vivre et nous ne cessons d'interagir et qui véritablement, depuis infiniment longtemps, fait partie de notre monde. Donc je crois que là, une question bien plus intéressante à se poser serait, mais au fond, de quel type de virus voulons-nous? Voilà. Plutôt que se poser la question de comment se protéger absolument de virus qui auront, au fond, toujours un coup d'avance sur nous. On l'a dit beaucoup pour cette version comme ça du Covid, ce Covid-19, qu'il avait une capacité mutagène absolument remarquable. Alors, comment faire pour vivre avec cet être qui ne cesse de changer de telle manière que nos existences puissent, d'une certaine manière, se déployer de la manière la moins sinistre ou la moins grave possible? Ça, ce serait la question à se poser. D'autant plus que la question de la guerre est une question qui emporte toujours avec elle, au fond, un petit côté, il y a une petite vengeance dans les histoires de guerre. On va prendre la revanche sur ce virus, c'est-à-dire on va regarder en arrière, mais regarder en arrière non pas pour tirer une leçon, pour le coup, mais regarder en arrière pour changer d'une certaine manière ce passé qui ne nous convient pas ou ce passé qui nous a causé, ou a causé en tout cas la situation qui est la nôtre. La guerre, d'une certaine manière, est une manière, c'est comme une mauvaise médecine, si vous voulez. On se retourne comme ça pour essayer d'en finir avec quelque chose qui est déjà lui-même en train de se transformer en autre chose, plutôt que se poser la question de savoir ce qui vient, plutôt que se poser la question de savoir comment accompagner, de cette manière, les transformations qui, elles, seront inévitables. Et donc, c'est vrai que comment dirais-je, adopter un regard qu'en philosophie on appelle un regard pragmatique ou pragmatiste, c'était au fond le regard de William James, c'était le regard de Gilles Deleuze, c'était le regard de tous ceux qui ont dit que nous avons bien davantage besoin d'un art des conséquences, de développer une sensibilité possible au type de conséquences que nous voulons produire, au fond d'avancées que nous souhaitons établir devant nous, au type de pas que nous souhaitons mettre devant nous, plutôt que de revenir sur ce qui est déjà acquis, d'une certaine manière, et avec lequel il faut juste apprendre à se débrouiller. Enfin, juste. À nouveau, c'est très vite dit parce que voilà, on sait à quel point cette épidémie a été difficile et dure pour beaucoup trop de monde. Mais enfin, voilà, c'est pas en crucifiant 3 hommes politiques de plus que les choses changeront, quoi. Enfin, je crois pas. Je peux me tromper. Merci beaucoup. Alors, on a compris en vous écoutant, et je pense que on a envie maintenant d'aller vous lire pour comprendre à quel point cette philosophie peut nous permettre de mieux cerner cette période qu'on vient de traverser, qui est quand même toute particulière. Alors, on y reviendra peut-être ce soir, mais il y a déjà pas mal de questions sur le Facebook. Donc, je vais me permettre de vous poser la première, qui nous sort un petit peu de cette réflexion-là, mais quelqu'un qui doit vous suivre, je pense, puisque la question qui est posée vient, à mon avis, d'un autre texte. La première question, elle vient de Simon, qui vous demande qu'est-ce que vous entendez par une société de l'indignation permanente? Je pense que c'est un sujet assez intéressant à l'heure actuelle et on aimerait bien vous entendre sur ce point. Ah oui, en effet, c'est un sujet qui est lié en effet à un livre précédent.
comment dire ça de manière un peu vous voyez que je suis bavard en plus, donc comment dire ça si même moi si même moi la possibilité que je cause trop me fait peur, ça signifie qu'on est vraiment mal barré. Comment faire pour vous raconter ça de manière un peu compacte? En effet, il y a 1 an et demi, 2 ans, j'ai eu envie de m'intéresser à la question de l'indignation justement comme réaction spontanée de beaucoup d'entre nous, moi y compris, hein, je ne m'exclus pas du tout de l'affaire, face à la plupart des choses qui nous arrivent. Bon. Aujourd'hui, je veux dire, du matin au soir, effectivement, voilà, on se lève le matin, on ouvre Facebook, on ouvre son journal, ou on ouvre la radio, on ouvre ce qu'on veut, et les trucs qui nous énervent commencent tout de suite. Voilà. Et moi-même, je veux dire, ce soir, j'ai témoigné du fait qu'effectivement, c'est une espèce d'énervement très euphémisé et un peu théorique, mais qui m'a conduit à vouloir parler d'épidémie parce que j'étais assez peu satisfait de la manière dont les choses étaient dites. Donc effectivement, c'est une espèce d'état aujourd'hui, d'état qui tisse nos relations avec ce qui se passe dans le monde et dont on reçoit les nouvelles, et un état qui suscite lui aussi beaucoup de critiques. Hein, il y a beaucoup de gens que ça énerve, l'indignation. Oh, tous ces gens, tous ces indignés, vraiment. Il y a des gens qui s'indignent comme ça de l'indignation, c'est une espèce d'espèce d'hyperbole, qui aimerait bien retrouver une forme de calme, plus ou moins irénique. Je ne peux pas leur jeter la pierre, hein, retrouver une forme de paix. Et j'ai voulu là aussi m'intéresser non pas au fond, ce que l'indignation contemporaine telle qu'elle était comment dirais-je, j'ai pas voulu faire un peu de sociologie là-dessus, j'ai voulu comprendre là aussi comment elle fonctionnait. Et l'indignation, elle me paraît être la manière dont, comment dirais-je, aujourd'hui, nous nous mettons tous dans une situation qui est une situation de supériorité par rapport à ce qui nous arrive. C'est-à-dire que l'indignation, au fond, c'est la réaction, plus ou moins légitime, là n'est pas la question, plus ou moins fondée, plus ou moins basée sur des faits. Mais en tout cas, la réaction de celui qui se dit « il y a quelque chose là que je suis en capacité, moi, comme individu, de juger ». C'est-à-dire que je dispose, moi, d'une capacité par rapport à ce que je regarde, par rapport à ce que j'entends, qui est une capacité, au fond, ou une force, qui est une force supérieure à cette chose que je vais juger, de telle sorte qu'elle peut se plier à mon jugement. Alors, juger, je veux dire, l'exemple le plus simple, c'est l'œuvre d'art. Hein. Vous allez au cinéma, vous sortez du cinéma, vous dites « oh, c'était nul ». Et puis vous disputez avec votre voisin qui trouvait ça super, etc. Vous disputez comme ça. L'œuvre d'art, le film que vous avez vu, est-ce qu'il réagit? Le film se tait, il n'a rien à dire dans cette affaire. Et tout ce que vous pouvez raconter dessus, au fond, aura toujours raison de ce que vous avez vu ou de ce que vous avez vécu. Ce sera toujours plus fort. Et je me suis dit, mais tiens, c'est quand même étonnant ça, qu'aujourd'hui nous sommes arrivés, les réseaux sociaux en sont une très bonne expression, une très bonne manifestation, que nous en soyons arrivés à être toujours plus forts que tout ce dont on parle. D'où est-ce que ça vient, ça? D'où est-ce que ça vient, cette espèce de discours permanent au fond de la puissance? D'où cela vient-il que nous nous sentions si en droit d'exercer cette puissance sur ce qui nous arrive et nous rencontre, et sur ce que nous rencontrons? Et voilà, donc j'ai proposé une espèce, en effet, d'analyse ou d'observation, de théorie de l'indignation qui reposait sur l'hypothèse suivante. Et si en réalité l'indignation était, si elle était, au fond, la manifestation la plus parfaite, la plus réalisée de ce que, depuis la modernité, disons depuis le XVIIIe siècle, disons depuis Emmanuel Kant, nous appelons raison. Et si effectivement nous vivions dans un monde qui a donné à la raison, ou un certain type de raison, ce qu'on appelle la raison critique, un pouvoir tel que celui qui en arbore les instruments et celui qui en adopte la posture, au fond devient discursivement invincible. Comment est-ce qu'en effet nous avons été irrigués et nourris d'un dispositif de pensée qui est un dispositif qui a fait de nous des super-héros? En fond, on est des espèces de Superman de la pensée, des espèces de Superman de la raison, qui pouvons, si vous voulez, nier ou mépriser absolument ce qui nous arrive, ce qui se passe dans le monde, au nom, au fond, du jugement que nous pouvons porter dessus, jugement qui est véritablement le nom du reste, hein, de la critique, la raison critique, au moment où Kant invente ce qu'il appelle la raison critique et qu'il oppose, bien évidemment, à la raison dogmatique, et bien, il l'invente précisément comme ce qu'il appelle comme une critique. Critique, crisis, c'est le moment du jugement, le jugement dernier,
Hein, et bien la critique, c'est cela, c'est effectivement le moment du jugement, et le dispositif critique de la modernité est le dispositif qui offre au jugement les outils pour pouvoir regarder ce qu'il regarde depuis une position sans aucun danger. Et donc, moi, j'ai voulu faire effectivement un appel effectivement, là aussi, si vous voulez, à réintégrer dans notre rapport aux choses, dans notre rapport à ce que nous rencontrons, que ce soit les œuvres d'art, comme j'en ai parlé tout à l'heure, mais que ce soit notre voisin de table, que ce soit ce que nous mangeons, que ce soit les événements que nous regardons à la télévision, dont nous entendons parler dans les transports publics, etc. Une relation qui soit une relation, qui accepte la part de danger, qui accepte surtout la part de faiblesse, et qui accepte de faire vivre ce que nous rencontrons, pour que ce que nous rencontrons nous, au fond, produise, fasse un effet sur nous, et que cet effet, nous puissions le mesurer. L'effet, si vous voulez, qui a encore un autre nom des conséquences dont je parlais tout à l'heure, et de l'art des conséquences auxquelles j'aspire, qui pourrait être un art, au fond, de la compréhension de ce que les choses nous font, voilà, et des effets qu'ils ont sur nous. Alors, on a une question de Marie qui est intéressante également et qui nous dit que pendant cette période de confinement, il y a eu beaucoup de chaînes YouTube, etc., qui est consacrée à la philosophie. Qu'est-ce que vous, en tant que philosophe, vous avez pensé de cela? Est-ce que ça nous a permis de nous élever peut-être dans cette période? Merci aussi pour cette question. D'ailleurs, merci pour la première question. Merci, c'est Simon, je crois. J'ai oublié de vous remercier, c'est pas bien. Donc, merci aussi pour cette question. Merci Marie. Je vais vous dire un secret, qui est un secret qui n'en est pas tellement, en fait. Figurez-vous, je ne suis pas philosophe. Pour toutes sortes de raisons qui sont des raisons que je ne maîtrise absolument pas, je vous assure. Je n'essaie pas de me faire passer pour un philosophe, je ne suis pas philosophe, mais on me présente toujours comme un philosophe pour des raisons, ça me dépasse. Je ne suis pas philosophe, moi j'enseigne la théorie du droit à l'université, où je suis un juriste, déjà la déprime, un juriste qui a, enfin je suis un juriste, c'est-à-dire j'ai un diplôme de droit, bon. Avec une idée quand même, peut-être une idée, voilà. Et cette idée est que, c'est une idée un peu inspirée à nouveau de Gilles Deleuze, une très belle conférence que Gilles Deleuze a fait dans les années 1980 à la FEMIS, dans laquelle il avait parlé justement de l'idée qu'il y a dans toutes les pratiques. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la manière dont la pensée peut être partout, véritablement partout, dont elle peut être dans un geste infirmier, dont elle peut être dans le geste d'un cuisinier, dont elle peut être évidemment dans le geste d'un artiste, dont elle peut être dans la pensée d'un philosophe, dont elle peut être dans la théorie d'un chimiste, etc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la manière dont il est possible, dans un monde comme le nôtre, d'aider à ce que ça pense plus, et ce que ça pense plus fort partout. C'est pour ça que j'ai tendance à un peu botter en touche les questions sur la philosophie, parce que la philosophie, c'est très compliqué, la philosophie. La philosophie, aujourd'hui, c'est une discipline. C'est une discipline universitaire, avec son histoire, avec ses codes, avec ses exigences, avec ses problèmes. Mais ces problèmes, il serait très erroné de considérer que la liste des problèmes de la philosophie soit la liste de tous les problèmes que l'on peut rencontrer. Sincèrement, par exemple, une grande question que les philosophes adorent se poser, et pour lesquelles des grands philosophes ont proposé des théories sublimes, hein, vraiment des théories magnifiques, des édifices extraordinaires. Maintenant, la question du temps. C'est quoi le temps? J'ai jamais compris quel était l'intérêt de cette question. J'ai jamais compris. Je la comprends pas. Je la comprends pas sans doute parce que je suis pas philosophe. C'est une question véritablement de philosophe. Je peux comprendre d'autres questions. Je peux comprendre par exemple la question de l'être ou la question du soi. Les questions du soi parce qu'on est tous d'une certaine manière un peu conviés par cette question-là. Je peux comprendre des questions qui sont des questions de philosophie politique. Bon. Voilà. Alors pour ce qui est justement de ce que la philosophie peut faire ou ne pas faire dans un contexte comme celui-là, je dirais elle peut faire et ne pas faire exactement ce qu'elle fait dans tous les domaines. C'est-à-dire ce qu'elle ne peut pas faire, c'est faire plus que de la philosophie. Ce qu'elle peut faire, c'est de la philosophie. Moi, je crois que toutes ces chaînes YouTube, il y en a certaines qui étaient vraiment très, très, très passionnantes, avec des interventions remarquables. Je crois que ce que la philosophie a à proposer de plus intéressant, c'est précisément le moment où elle se remet en question elle-même dans ses propres protocoles, au contact avec quelque chose qui lui est étranger et qui lui fait en retour quelque chose. La philosophie s'est très souvent mise dans une position qui est précisément une position de surplomb. Et du reste, cette espèce d'équipage critique de la raison dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est un équipage véritablement philosophique.
Hein, c'est un équipage qui a une histoire qui est basée sur une grande crainte philosophique, qui est la crainte que, au fond, le désordre prévaille, la crainte que le faux l'emporte sur le vrai. Alors après, vous pourrez me dire, oui, mais il y a plein de philosophes qui ont lutté contre la distinction entre vrai et faux, etc., etc. Et je vous dirais, c'est vrai. Mais il n'en empêche pas moins que, en fin de compte, cette idée-là demeure, si vous voulez, la tâche précisément politique de la philosophie. La philosophie se préoccupe toujours de savoir ce qui, à un moment donné, mérite d'être pensé et ce qui, à ce moment-là aussi, ne mérite pas d'être pensé. Il y a précisément parce que c'est une discipline. Elle a sa propre police du pensable et de l'impensable. C'est pour ça que, voilà, il y a des choses que même dans un contexte comme le nôtre, la philosophie ou une certaine philosophie ne peut pas penser. Il y a d'autres choses voilà, pour lesquelles elle propose des outils magnifiques. Et donc, pour répondre de manière plus brève à cette question difficile, moi, j'aurais tendance à dire que, au fond, ce n'est pas la philosophie qui apporte quoi que ce soit, mais peut-être certains philosophes, certaines philosophies, certaines même propositions philosophiques, elles, effectivement, ont pu, je crois, apporter en tout cas un certain nombre d'éclairages dans les débats qui sont les nôtres. Je crois qu'il y en a certaines qui n'ont pas apporté grand-chose. Je peux vous citer des noms si vous voulez, mais je pense qu'il y en a certaines qui ont vraiment apporté grand-chose. Je ne sais pas si vous avez lu les textes de Bruno Latour, par exemple, qu'il a publié pendant le confinement. Je crois que ce sont des textes qui sont des textes importants, de genre très différents et antinomiques aussi avec Bruno Latour sur le plan de la cartographie théorique. Moi, j'ai trouvé intéressant les textes d'Alain Badiou, qui étaient des textes d'appel à la sobriété par rapport à une espèce d'hystérie de la nouveauté qui était en train de se développer. Il y a d'autres philosophes, d'autres penseurs, je pense à, je ne sais pas, Franco Berardi, par exemple, qui a fait des choses très très bien. Je pense à Paul Preciado, peut-être aussi, qui a aussi écrit des choses très très fortes. Je pense que la philosophie en soi, vraiment, elle ne peut que peuvent ses règles. Par contre, certains philosophes, parce qu'ils ont un lien plutôt distendu, plastique, souple avec ces règles, eux, ils peuvent évidemment davantage. Alors, vous n'êtes peut-être pas philosophe, mais l'arrière-plan montre que vous avez lu quelques livres a priori. On a une question. Alors, on a deux questions là qui viennent de tomber. Une que je garderai un peu plus tard, qui est peut-être de quelqu'un que vous connaissez, qui est Paul le Belge. Donc, je pense qu'il doit être de chez vous. Mais je voudrais qu'on s'intéresse à la question de Daniel. Daniel avec deux LE. Qui nous dit par rapport à ce que vous avez dit, on revient un peu à la conversation d'avant, quelle mutation peut-on envisager? Et je la lis intégralement. Est-ce qu'on peut imaginer un changement radical de société pour lutter contre le virus ou contre les virus en tout genre, ou une transformation de l'homme peut-être via le transhumanisme? Alors voilà une question bien large. Je vous laisse y répondre relativement rapidement, car vous voulez, à mon avis, quand même la question de Paul le Belge. Oui, je veux toutes les questions. Merci Daniel. Bon, c'est bien malin qui pourra évidemment prédire ce qui nous arrivera. La seule chose que moi j'ai voulu faire dans ce petit opuscule que les éditions de l'Observatoire m'ont commandé justement pour cette collection qui s'appelle Les Après, qui est une collection de textes qui ont été brefs, qui ont été écrits pendant le confinement et qui sont sortis uniquement sous format numérique, à mon grand dame d'ailleurs, parce que je préfère quand même les livres en papier. Enfin, voilà. C'était voilà, dans ce contexte-là, au fond, ce qu'il s'agissait pour moi, c'était d'en arriver juste à un point qui était celui d'un appel. Je vous l'ai dit tout au début, le monde d'après est quelque chose qui a semblé très vite évident à beaucoup de monde. Le monde d'après, soit il allait venir, voilà, on a beaucoup lu, voilà, après tout va changer. Il y a ceux qui disent non, après rien va changer. Puis il y a ceux qui disent après ça pourrait ne pas changer, mais il faut que ça change, et il faut que ça change absolument, etc., etc. Moi je dis très très bien, toutes les propositions me vont. Simplement, ce que moi j'ai voulu rappeler, c'est le prix du changement. Si j'ai insisté sur ces dispositifs, cette histoire un peu longue comme ça, racontée de manière un peu peut-être caricaturale, mais enfin, si j'ai insisté sur cette histoire, c'est pour insister sur le fait que quand on parle de changer le monde ou qu'on parle de monde d'après,
il faut s'entendre sur ce que c'est qu'un monde. Il faut s'entendre sur ce que c'est qu'un monde. Et on utilise le mot monde de manière un petit peu rapide. Et en insistant sur cette question d'infrastructure, sur cette matérialité de l'inscription humaine sur la planète Terre, j'ai voulu signaler que le monde, c'est un monde, d'abord c'est très dur, le monde, c'est de la matière dure, violente, brutale, c'est de la matière surabondante, c'est une matière qui à la fois est à la source de catastrophes écologiques considérables, hein, l'Anthropocène, à nouveau c'est cela, mais qui aussi, qu'on le veuille ou non, fait plus ou moins bien vivre, majoritairement moyen, voire pas bien que bien, mais enfin, fait plus ou moins vivre sur cette planète 7 milliards de personnes. Si vous voulez changer le monde, vous devez changer tout ce dispositif qui fait que même dans les bidonvilles, il y a de l'infrastructure. Même là où les conditions sont les plus atroces, il y a quand même nécessité d'organiser quelque chose comme une circulation des biens de première nécessité, une circulation des personnes, une évacuation des déchets, etc., de connecter tout cela à d'autres dispositifs qui sont des dispositifs plus larges, d'aller se brancher quand même à un peu d'électricité quelque part, etc., etc. Donc changer le monde, c'est très, 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 très dur. Je n'ai pas dit que c'était impossible, j'espère que ce n'est pas impossible, parce qu'on en a bien besoin, mais c'est très, très dur. Et il faut placer les luttes qui visent à changer le monde, si l'on veut changer le monde, et dans cette direction-là. Il y a un mouvement d'intellectuels anglais que j'aime bien. Ils n'ont pas forcément bonne réputation dans tous les milieux, mais enfin, c'est des gens que j'aime bien. C'est un mouvement de gauche qui vient de la gauche radicale, hein, qui s'appelle les accélérationnistes. Ce sont des gens qui ont une très forte conscience, justement. C'est très rare du côté de la gauche. La gauche est très volontariste, c'est-à-dire pour toute une série de théoriciens de la gauche radicale, historiquement, hein, Marx évidemment excepté, j'ai envie de dire, si on a les bonnes personnes, le reste s'en suivra, d'une certaine manière. Je crois que chez Marx déjà, et puis chez par exemple aujourd'hui les accélérationnistes, mais c'est aussi le cas du Comité Invisible, par exemple, qui a pointé aussi du doigt cette dimension-là, si l'on ignore la dimension matérielle du monde, alors rien, d'une certaine manière, sera possible. Si on ne travaille pas à ce que les accélérationnistes appellent la réorientation de la plateforme matérielle du capitalisme, alors tout le reste ne sera que vœux pieux ou jeu de loi où on enlève une tête, on la remplace par un autre, on enlève Macron, mais il y a Xavier Niel qui débarque. Enfin, tout ce qu'on peut imaginer d'une certaine manière de ce côté-là demeurera nécessairement sans effet. Après, à nouveau, voilà, justement, l'histoire du capitalisme sur tous ces 2 derniers siècles est l'histoire d'un épaississement et d'un renforcement extrêmement profond du monde. Le béton s'est surmultiplié. Aujourd'hui, il y en a assez pour faire une couche de plusieurs centimètres autour de la totalité du globe, si on met tout le béton qui a été construit. Bon, ouais. Les voies de chemin de fer, les autoroutes, les aéroports, mais tous les câbles Internet, depuis les premiers câbles télégraphiques transocéaniques du milieu du 19e siècle jusqu'aux câbles à fibre optique de l'Internet contemporain, cette matérialité s'est multipliée. Et aujourd'hui, quand on parle d'économie matérielle, par exemple, que l'on parle de l'Internet, du cloud, il n'y a rien de plus matériel que le cloud. Il faut se mettre ça dans le crâne une bonne fois pour toutes. Le cloud, ce sont des bases de données, des bâtiments de bases de données répartis partout dans le monde, qui consomment une énergie colossale, qui pollue aussi de manière relativement importante. C'est les câbles qui unissent ensemble tous ces centres de données avec des centres de distribution, c'est véritablement un réseau matériel et pas simplement des datas comme ça qui se promènent dans l'air et que par magie on attraperait parce qu'on a une espèce d'antenne un peu. Bon. Non, tout cela est absolument matériel. Donc c'est ça que j'ai voulu rappeler. C'est à la fois beaucoup trop même, et en même temps pas grand-chose. Donc j'ai pas voulu dire quoi que ce soit sur les êtres humains eux-mêmes. Personnellement, je vous cache pas que le transhumanisme c'est pas trop mon truc. Je pense qu'on a déjà tellement de difficultés à se débrouiller avec notre humanisme, avec notre humanité, que l'idée de transhumanité, mais en même temps, si ça arrive, ça arrive. On est au fond, c'est une autre hypothèse d'ailleurs, j'y pense comme ça, mais l'hypothèse inverse, c'est de dire qu'on a toujours été transhumain au sens où les êtres humains n'ont jamais cessé, en effet, de s'améliorer. S'il y a quelque chose
comment dirais-je, s'il y a quelque chose de propre d'une certaine manière à l'histoire humaine, c'est ce système d'upgrade permanent. Ils ne sont pas forcément dépourvus de bugs, et qui ne sont pas forcément toujours vers une version meilleure, mais enfin, c'est un peu ce système-là, et d'upgrade de soi-même, mais aussi d'upgrade effectivement du monde à nouveau dans lequel on vit. Donc je crois que voilà, il y a du boulot, mais ce boulot a besoin qu'on garde, qu'on mette en avant, et je crois au premier plan, l'aspect béton, pierre, acier, verre. Hein. Je pense qu'on a vraiment besoin de remettre ça au cœur des discours de changement. Alors, il y a beaucoup de questions, mais je vous avais promis une question de Paul le Belge. Après, il en restera au moins deux autres que j'aimerais que l'on évoque ensemble. Paul le Belge, qui doit quand même vous suivre de près, a dit que vous auriez classé meilleur livre de la décennie, le livre White de Bret Easton Ellis, et voudrait savoir pourquoi. Non, je n'ai pas classé meilleur de la décennie. Ah non, faut pas pousser non plus. Je l'ai mis dans mon top 10 de l'année dernière, je crois. Voilà. Et je l'ai mis, c'est une très bonne question. C'est une très bonne question. C'est une question un peu vislarde. Parce que vous savez que c'est une question difficile et à laquelle il n'y aura pas de bonne réponse. Du coup, vous avez doublement raison de la poser. J'ai mis ce livre parce que, indépendamment des positions de contenu de Bret Easton Ellis, on peut discuter des unes et des autres comme ça en permanence. Enfin, on peut faire les passer en revue comme ça relativement longtemps. Je crois que ce qu'il a apporté et dont on a absolument besoin aujourd'hui, c'est de la complication. Il a compliqué quelque chose qui est vraiment devenu aujourd'hui de l'ordre du réflexe, qui moi m'effraie un petit peu. Bon, j'ai jamais été un grand amateur d'identité. J'ai toujours parti du principe que, au fond, on n'existe que sur le mode de la transformation, et donc que l'on existe qu'en laissant derrière soi ce qu'on en a été avant, mais aussi tout ce qui tenterait de nous déterminer. On existe et on devient qu'en échappant à sa famille, qu'en échappant à son pays, qu'en échappant à sa religion, qu'en échappant à son éducation, son milieu social, qu'en refusant d'une certaine manière que toutes ces choses décident pour nous ce que nous sommes censés être. Bon. Et donc j'ai effectivement une vision comme ça de l'existence qui est une vision en ligne de fuite. Et c'est une ligne de fuite en même temps qu'une ligne de fuite de combat. Je ne cache pas le fait qu'en effet, je ne suis pas pour le rétablissement de la royauté. Voilà, j'aimerais bien un monde un petit peu plus juste, un monde un petit peu plus égalitaire. J'aimerais un monde un peu plus généreux, j'aimerais un monde un peu plus émancipé. Voilà. Bon. Donc ça, c'est effectivement ma direction. Mais je suis un peu triste et inquiet, en fait, quand je vois dans beaucoup de mes camarades ou bien des gens qui publient des livres, pas dans ma collection, mais des gens qui publient des livres ici ou là, de voir monter en force, là où précisément le combat pour l'émancipation devrait être le plus vivace et le plus prudent et le plus soucieux, d'une certaine manière, justement de la question du devenir et de vers quoi on veut aller, se trouve remplacé précisément par des étiquettes et des noms, c'est-à-dire par des identités. Voilà, quelles que soient ces identités, quel que soit l'usage qui soit fait de ces identités. Moi, si vous voulez, je retiens quand même la grande leçon des théoriciens queer de la fin des années 1980, quand la question du queer était véritablement entendre comme cela. Il s'agissait de devenir queer, c'est-à-dire bizarre, whatever, n'importe quoi, mais certainement pas de devenir une chose que l'on serait ensuite. Le devenir queer, c'était au fond c'était au fond un plan de vie, si j'ose dire. On n'arrête pas de se queeriser, on n'arrête pas de se désidentifier. Et voir revenir 20 ans, 30 ans après ce discours qui était un discours très radical, voilà, du mouvement queer, d'une certaine théorie du genre, d'une certaine déconstruction de la métaphysique de l'identité, voir revenir des discours de l'identité forte, c'est quelque chose que je vois la légitimité des combats, je vois pourquoi les choses sont dites comme elles sont dites, mais je ne pense pas que c'est la bonne stratégie, je pense même que c'est la pire des stratégies. Et je crois que Bret Easton Ellis, avec son livre, a vraiment fait chier. Il a vraiment fait chier plein de gens. Et il a fait chier, mais dans le bon sens du terme. Il a fait chier pas comme,
je sais pas moi, un Zemmour fait chier. Vous voyez, ça ne change rien. Je veux dire, qu'il parle ou qu'il ne parle pas, ça ne change rien. Ouais. Tandis que là, c'était faire chier au sens de faire rentrer à l'intérieur d'un système de discours quelque chose comme un avertisseur, quelque chose comme une inquiétude, quelque chose comme, si vous voulez, la mouche du coche ou le scrupule. Vous savez, ce caillou qui vous empêche de marcher, là, qui est dans votre chaussure. Bon, c'est ça un scrupule, comme vous savez, d'après l'étymologie latine. Eh bien, je pense que Bret Easton Ellis, indépendamment à nouveau des discussions qu'on peut avoir, qui sont des discussions provocateurs, aussi des positions provocateurs à certains égards, a pu jouer ou joue ce rôle-là sur toute une série de domaines, que ce soit justement sur la politique de l'identité, que ce soit sur certaines comment dirais-je, certains aspects par exemple de l'art contemporain, de la pensée contemporaine, de la politique libérale au sens américain du terme, donc de la politique démocrate, voilà, de toute une série de choses comme ça. Il a une position qui indépendamment de ses positions, il a une posture où il est dans un lieu qui est un lieu que moi j'ai trouvé beaucoup plus riche que de très nombreuses publications militantes, mais qui au fond ne font plus penser. Voilà. C'est pour ça que je l'ai mis là. Je l'ai bien lu maintenant. J'espère que Paul Le Belge est ravi de cette réponse. Alors, le temps passe, mais j'aimerais quand même vous poser les deux dernières questions, si vous le voulez bien. Deux questions qui d'ailleurs pourraient être liées si l'esprit le voulait. La première question, c'est celle de Jean-Michel, qui nous dit qu'on a beaucoup entendu les sachants pendant cette crise, les scientifiques qui disaient « je sais, je sais, je sais, je sais ». Et finalement, il y avait quand même beaucoup de médecins, beaucoup de scientifiques qui disaient « mais moi, je ne sais pas ». Et ceux-là, on ne les entendait pas dans les médias. Qu'est-ce que ça vous inspire? Et la deuxième question nous vient d'Amélie, et là, elle nous passe au livre d'après. Elle nous dit, mais qu'avez-vous donc à écrire à Greta Thunberg? J'ai pas bien compris. Qu'est-ce que vous avez écrit à Greta Thunberg? Qu'y a-t-il dans votre lettre à Greta Thunberg, nous demande-t-elle. Achetez-le. Merci Jean-Michel, merci Amélie. C'est vrai que vous avez tout à fait raison de souligner le fait que la question du savoir était véritablement une question qui était au centre des débats. Et du reste, la manière dont les gens se sont écharpés en France autour de la position et des positions du professeur Raoult témoigne assez bien que la question était véritablement celle-là. C'est qui sait et qui peut garantir ce savoir de telle manière que, enfin, nous soyons tous, nous puissions tous nous rendormir. En fond, c'est ça, l'appel qui était l'appel au savoir. Une fois que l'on sait, au fond, d'une certaine manière, c'est fini. C'est pour ça que j'utiliserais plutôt même une autre expression que l'expression savoir. Pour parler de ça, j'aimerais utiliser un mot que le grand psychanalyste Jacques Lacan aimait bien utiliser, qui est le mot connaissance. Il y a une différence entre connaissance et savoir, qui est une différence que moi je trouve très très intéressante. La connaissance étant justement cette chose que vous construisez comme ça au fur et à mesure que vous accumulez sur ce qu'est le monde un certain nombre d'informations et que vous finissez par vous en constituer une image voilà, qui est une image plus ou moins forte, plus ou moins solide, une image plus ou moins protégée, mais une image qui est une image au fond non incarnée, si j'ose dire, c'est-à-dire une image qui ne fait chez vous aucune différence. C'est juste un savoir. Ce savoir, pour le remplacer par un autre savoir, ce serait aussi bien du moment que ce soit un savoir. La connaissance, par opposition, vous ne pouvez pas la remplacer. C'est quelque chose qui vous traverse de telle manière que, au fond, je ne vais pas dire que vous en soyez sûr, parce qu'il ne s'agit pas justement il s'agit pas de cela, mais qu'il y a une information, ou il y a quelque chose, en tout cas, qui vous oblige à agir, ou qui vous oblige à réagir, ou en tout cas qui vous contraint depuis vous-même et qui vous contraint à agir, à faire quelque chose, etc., etc. Et je crois que ce qu'on a beaucoup entendu, c'était cet appel un peu triste, un peu désespéré à la connaissance, comme si la connaissance allait pouvoir en effet nous libérer de la nécessité d'en tirer les conséquences et de la nécessité de faire quelque chose. Et je crois que ce que ça a révélé, et que disait déjà Lacan, c'est qu'au fond, la connaissance est sans conséquence. La connaissance est quelque chose d'assez indifférent. La connaissance, c'est
c'est le moment où toutes les informations que nous avons sont de purs éléments de discours qui flottent comme cela dans le paysage, sans au fond sans nous faire faire quoi que ce soit, si ce n'est permettre aux experts ou aux éditorialistes de discuter sur les plateaux télé, de faire des débats. Hein, ça, des débats. Il n'y a rien de plus crétin qu'un débat, disait Gilles Deleuze, je cite pour la 3e fois, il faut croire que c'est un fétichisme. Bon, rien de plus crétin qu'un débat, pourquoi? Parce que dans un débat, on n'amène jamais que précisément ce qu'on sait déjà, ou ce qu'on connaît déjà. Et il est beaucoup plus intéressant, et c'est peut-être ce que fait l'aiguillon du savoir par rapport à la certitude de la connaissance, d'être mis en mouvement par quelque chose qui nous arrive, ou quelque chose que l'on apprend, ou quelque chose que l'on souhaite apprendre. Hein, là aussi, c'est Deleuze qui disait qu'il apprenait toujours, il ne savait rien. Voilà. Il y a les érudits, qui sont des gens qui savent tout, qui ont une réponse à tout, tout le temps. Et puis moi, je n'étais pas un érudit, disait Deleuze. Je n'étais pas un érudit, de sorte que quand je devais travailler sur un sujet, il fallait tout apprendre depuis le début. Et quand tu apprends tout depuis le début, tu travailles. Tu ne te reposes pas justement sur cette connaissance qui t'appartient. Tu travailles, et ce travail te fait faire quelque chose ou rien, quelque chose d'intéressant ou pas intéressant, mais en fait, il te fait faire quelque chose. Je crois qu'il y a là quelque chose de très très vrai. Une fois de plus, la distinction passe entre ce qui vous maintient immobile dans ce que vous êtes ou que vous croyez être, et ce qui accompagne la possibilité d'un mouvement, qui est la possibilité d'un devenir, qui est peut-être aussi la possibilité d'une action et d'un changement. Et effectivement, c'est ce qu'on a trop peu entendu au profit de cette espèce de tentative de sécurité psychanalytique presque. Rassurez-nous, s'il vous plaît, dites-nous que l'on sait. Mais on n'a pas besoin de savoir en réalité. On n'a pas besoin, ou non, plutôt on n'a pas besoin de connaître. On n'a pas besoin de connaître. Ce qu'il faut, c'est de connaître au sens où, enfin, le problème est épuisé. Ce dont on a besoin, c'est du savoir, de la nécessité d'inventer un protocole pour gérer cette rencontre que nous sommes en train de faire avec quelque chose qui demeure une énigme. C'est cela dont on a besoin. Quand je parlais des épidémies tout à l'heure, c'est ça que les Grecs faisaient. C'était au fond un protocole expérimental de coexistence avec les dieux. Nous, ce dont on avait besoin, c'était des protocoles expérimentaux de coexistence avec les épidémies, que ce soit des protocoles médicaux, mais que ce soit aussi des protocoles politiques, des protocoles économiques pour les catégories qui ont été dévastées économiquement par le confinement, etc., etc. Nous avons besoin véritablement de protocoles qui sont des protocoles aussi d'ignorance. Des protocoles, en tout cas, qui acceptent que le savoir est juste le mouvement vers ce que l'on ne connaît pas encore et que l'on ne connaîtra sans doute jamais parce que ce sera remplacé par autre chose qu'on ne connaît pas, etc., etc., etc. Donc voilà, comment dirais-je, j'aurais préféré ça. Et heureusement, dans toute une série d'endroits, c'est ce qui s'est passé. Vous faites bien de le relever. En effet, il y a des gens qui disaient je sais pas. Il y a des gens qui disaient j'essaye des trucs. Il y a des gens qui disaient pourquoi pas. Des gens qui disaient et si. Et si, ça c'est une belle question. Et si, on ne sait pas. Et si on faisait ça? Plutôt que de dire donc, alors, mais, plutôt que de revenir, si vous voulez, toujours en permanence sur les phrases conclusives. Et si il était possible, peut-être. Et si la chloroquinte, pourquoi pas? Alors on établit un protocole prudent, discret, soucieux justement de porter à conséquence, mais de quelles conséquences? Donc c'est ça c'est ça, je pense, dont on avait le plus besoin, mais c'est ça aussi qu'un certain pouvoir n'avait pas envie d'entendre. Je veux dire, il faut accepter de regarder ça en face. Et parmi les figures qui incarnent le mieux, je pense, cette espèce de balance entre connaissance et savoir, je crois qu'il y a Greta Thunberg. Voilà. Et ce que j'ai essayé de faire dans cette toute petite lettre, qui à la base était une chronique radiophonique, je ne vous le cache pas, mais que les éditions du Seuil m'ont demandé de réécrire entièrement et d'augmenter pour en faire un petit livre, c'est une adresse véritablement à cette jeune fille que je trouve absolument remarquable, et une adresse qui n'est pas, comment dirais-je, qui repose juste sur cette différence, je crois, entre connaissance et savoir, entre le fait que Greta Thunberg, pour moi, est une héroïne du savoir et pas une héroïne de la connaissance, puisque son savoir, elle l'a bâti précisément sur le refus d'en passer plus longtemps par ce qui est une des machineries de la connaissance, savoir l'école. Au fond, ce qu'elle a commencé par faire, c'est une grève de l'école pour le climat, en se rendant bien compte que ce qu'on lui racontait à l'école, tout ça était bel et bien joli, mais en attendant, personne ne se bougeait les fesses. Et donc, elle s'est dit, il y a autre chose, il y a quelque chose de plus urgent. C'est comme l'idiot de Dostoïevski, si vous voulez. Il doit aller chercher quelque chose pour sauver l'individu, puis il est distrait en cours de route par quelque chose qui lui paraît plus important.
Voilà. Et bien d'une certaine manière, par rapport à l'ordre des choses qui décrète l'importance du point de vue de la connaissance, eh bien Greta Thunberg arrive avec un savoir de ce qu'il y a autre chose, de ce qu'il y a autre chose d'important. Et je pense que de ce point de vue-là, c'est effectivement une héroïne expérimentale. Bon, il y a d'autres choses aussi dans le livre. Il y a un peu de Kierkegaard, pour ceux qui aiment Kierkegaard. Il y a voilà, toute une série de choses. Il y a une petite attaque aussi contre ce que j'appelle culture hyperlettrée, parce que vous l'avez peut-être entendu quand j'ai parlé au tout début d'épidémie ou quand je parlais d'indignation totale. Moi, je travaille avec les mots. Donc, je travaille avec ce qui nous médiatise. Je travaille avec tout ce qui est entre nous. Je travaille avec ces images que nous voyons. Je travaille avec toutes ces choses, avec toutes ces choses-là qui forment, dans une société comme la nôtre, au fond, l'essentiel de notre existence. La plupart d'entre nous travaillons derrière un écran d'ordinateur. Nous envoyons des mails, nous écrivons des rapports, nous écrivons des projets. Bon. Et c'est effectivement j'ai voulu profiter aussi pour justement livrer une petite réflexion sur la société de la lettre généralisée, la société où tout, d'une certaine manière, est devenu livre. Hein, et le meilleur exemple étant le livre que vous êtes en train de regarder maintenant, le livre des visages, hein, Facebook, qui est effectivement le livre des livres, si vous voulez, et le livre, en tout cas, qui marque le triomphe d'une certaine idée du livre. On dit souvent que le livre disparaît, que le livre est derrière nous. Je dis c'est pas vrai du tout. Le livre a gagné bien davantage encore que ce qu'on croyait, et peut-être pas forcément toujours là aussi pour le mieux. Voilà. Merci beaucoup, merci infiniment Laurent Suter pour cette intervention ce soir, pour cette conférence de l'avenir. Nous en terminerons ici pour aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus, bien vous savez ce qu'il vous reste à faire. Changer le monde, c'est aux éditions de l'Observatoire dans la collection Et après, on en a parlé, et après, ce sont nos partenaires pour ce rendez-vous avec l'Express et la ville de Saint-Raphaël. On se retrouve d'ailleurs dans 15 jours autour du livre de Denis Maillard, Tenir la promesse faite aux tiers états. On sera donc le 30 juin. Merci encore Laurent Suter, merci à tous et bonne soirée.